Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur, même l'immense honneur d'accueillir notre grand plongeur, Alexis Gendard. Petit plongeur. Petit plongeur, non, pourquoi? Non, notre grand plongeur avec toujours le sourire, Alexis Gendard. Et on va discuter avec toi de l'athlète que tu es, du parcours que tu as eu, de ton aventure qui est inspirante et passionnante. Alexis, tu es un plongeur de haut niveau, tu es réserviste à la police nationale. Tu as su allier la passion, la persévérance, la résilience. Tu as réussi à te frayer un superbe chemin et certainement parmi les meilleurs. Dans ta jeunesse, tu as bien essayé le plongeon à l'école primaire, tu as participé au championnat de France, mais quand tu as commencé, tu as aussi décidé de t'orienter vers la gymnastique. Tu t'es donné quand même très longtemps à ce sport, Ouais. je crois entre 7 et 16 ans, si je dis pas de Exactement, bêtises. j'ai arrêté à l'âge de 15 ans et pour venir au plongeon après. Ouais, ce qui est quand même assez incroyable pour aller, comme tu viens de le dire, vers le plongeon. Tu as rejoint l'équipe de France, tu t'es spécialisé sur le 1 mètre et le 3 mètres. Et aujourd'hui, tu t'entraînes à l'INSEP avec un palmarès qui témoigne d'années de sacrifices et de travail, médaillé de bronze aux Jeux européens de Bakou sur le tremplin du 3 mètres. Tu as réalisé aussi ton grand rêve, enfin le rêve de tout sportif accompli, en tout cas qui fait de la compétition, c'est d'aller aux Jeux Olympiques avec une superbe 3e place à la Coupe du Monde au Japon. Et puis, la même année, tu décroches une médaille d'argent en plongeon synchronisé à Bolzano. Et puis, plus récemment, c'est la consécration, hein, puisque tu enchaînes les médailles internationales et bien évidemment, tu te qualifies aux Jeux Olympiques de Paris 2024, ce qui, je pense, quand on est français, sportif de haut niveau, c'est Je le vais pas Graal. faire un schéma, mais ouais, complètement. Et voilà, donc merci d'être avec nous. Puis on va parler un peu de tout ça, de ta vie, de tes hauts, de tes bas aussi, peut-être un petit peu, parce que je pense que c'est ce qui t'a construit et tout ça dans la bonne humeur, si tu en es d'accord. Avec grand plaisir, on peut parler de tout. Eh ben super. Alors, on va revenir sur ton aventure olympique, puis aux origines de ta passion pour le plongeon. Et ben, on a une première question pour toi, Alexis. C'est comment t'es venue cette passion, comment elle a vu le jour et comment t'as fait ta transition depuis la gymnastique. Euh, on va reprendre depuis le début, hein. Donc moi, je faisais de la gym. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Avant ça, j'ai fait un peu de judo. Je touchais un peu même au baby gym, je crois. Et, euh, et donc, j'avais fait 3 ans dans un club. Et en même temps, j'avais même fait 6 mois de plongeon. Parce que j'arrivais à l'école. Et il y avait le coach il y avait le maître nageur, en fait, Philippe Duvernay, qui avait fait les Jeux en 92 à Barcelone. Et qui était maître nageur ce jour-là. Et en fait, le dernier jour de piscine, on a le droit de faire toboggan et plongeoir. Et il me voit faire des saltos, tout ça. Et il me dit, tu voudrais pas venir essayer le plongeon? Je veux dire, en club, tout ça. Je dis, moi, là, je fais de la gym, je sais pas si je peux. Donc, j'en parle à mes parents le soir. On m'emmène à la piscine. On trouve des créneaux pour que je fasse et de la gym et du plongeon. Bon, l'histoire a duré 6 mois. Je suis quand même allé jusqu'au championnat de France en 2008 à l'INSEP. Et à la fin de l'année, je suis retourné voir le président et l'entraîneur et j'ai dit non, mais moi je veux faire que de la gym. Puis finalement, 5-6 ans après, me revoilà à rappeler mon club et à dire bon, j'arrête la gym. On m'a pas pris au Pôle France en fait, j'avais des espérances de Jeux Olympiques, d'équipe de France, de collectif national dans la gymnastique. On m'a fermé les portes et donc j'ai pris des décisions assez drastiques, à savoir changer de sport par passion du sport et puis parce que mon objectif c'était de faire les Jeux un jour dans ma vie. Et donc j'en suis venu au plongeon, revenu finalement en 2012-2013. Ouais, ça rajeunit pas, ça. Ouais, ça y est, j'ai fait plus de plongeon que de gym et pourtant j'ai l'impression que je suis encore tout nouveau. Mais du coup, voilà, j'ai suivi ce parcours avec un objectif en tête, c'était de faire les Jeux. Et du coup, 2021 a été la consécration de ce premier rêve, à savoir participer aux Jeux Olympiques dans un sport. Et voilà, j'ai eu un beau background. Et puis, j'ai pris des décisions qui m'ont amené où j'en suis aujourd'hui. Oui, super. Mais enfin, après, je pense qu'on va revenir plus précisément sur tout ça. Mais il y a quand même un petit point dans cette transition qui peut être intéressant, et puis surtout peut-être pour les plus jeunes, c'est comment mentalement ton parcours gymnique t'a préparé mentalement à l'arrivée vers le plongeon. Eh ben, il faut savoir que la gym, c'est très militaire. Donc, il y a des règles strictes. On est dans un environnement avec un cadre bien défini. On s'entraîne avec les plus grands, c'est-à-dire que moi, ils avaient déjà 20-25 ans, j'en avais 12-15. Donc aussi, on a cet œil des plus grands sur les plus jeunes. On est très fédéré par
par ceux qui ont plus d'expérience que nous. L'entraîneur qui est un peu la parole de Dieu à cet âge-là, parce que je voyais plus mon coach que mes parents. Donc voilà, ça a été très formateur dans ma vision du sport et dans ma vision de l'entraînement. Après, voilà, ça avait aussi ses inconvénients. Ça veut dire que je ne jurais plus que par ça, que par les autres. Mes parents ne comprenaient pas. Eux qui voulaient tellement m'accompagner, qui m'ont toujours soutenu et qui, même quand j'ai pris la décision de passer de la gym au plongeon, ma mère pensait que je faisais ma crise d'adolescence à vouloir changer de sport, partir à Strasbourg au Pôle France, tout ça, ils ne comprenaient pas. Mais ils m'ont soutenu et ils m'ont regardé droit dans les yeux. Ils m'ont dit, bah, écoute, si c'est ton projet, on te suit et on t'accompagne. Donc voilà, ça a été des grosses prises de décision. Moi, à 15 ans, bah, je dois tout réapprendre, un autre sport, une nouvelle discipline. J'ai des espoirs de réussite, mais j'ai aucune condition de réussite. Donc voilà, pour en venir finalement, 1 an après m'être inscrit au plongeon, à rentrer dans le collectif national et au Pôle France de Strasbourg. Donc voilà, ça a été un parcours qui a été non pas linéaire, mais qui a été vraiment... qui a abouti par cette simple idée de vouloir performer et d'aller au plus loin possible de mes capacités dans un sport, peu importe lequel il serait, mais en l'occurrence, la gym restera mon sport de cœur, mais la plongeon, je m'épanouis pleinement aujourd'hui dedans. C'est magnifique et ça a été des décisions personnelles et surtout un soutien familial et un entourage très très fort. C'est ça qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et je m'y suis toujours tenu et j'ai toujours fait confiance aux gens qui m'entourent. Ah, super. Ouais, donc en fait, si on t'écoute, on peut dire qu'il y a un parallèle quand même entre les deux disciplines. Complètement. Les deux disciplines sont des disciplines acrobatiques. Alors forcément, la gym, on arrive par les pieds. Le plongeon, on arrive par la tête. Donc il y a cette demi-rotation qui n'a rien à voir. Un plongeur est beaucoup plus élancé, beaucoup plus... un gymnaste est très rigide. Donc voilà, on doit tout réapprendre. C'est comme c'est réapprendre à marcher, c'est pareil. Hein. Ça veut dire que là, je ne connais plus rien, je dois tout déconstruire et reconstruire autre chose dans un nouveau sport. Et ça a été très plaisant, hein, de reprendre dès le départ, surtout que j'étais avec des gens passionnés autour de moi Puis moi, j'étais très motivé. Donc voilà, on a réussi à construire quelque chose de très rapidement. Et ça nous a amené à des résultats assez conséquents et assez rapidement. Donc ouais, c'était une belle transition. Ouais, donc c'est un message plein d'espoir pour tous ceux qui voudraient changer de sport, en fait, Complètement, et surtout de la gym au plongeon. Mais que ce soit dans la gym pour aller au plongeon, dans l'athlé pour aller... Je sais pas, je pense que c'est possible dans plein de sports. Après, voilà, il faut s'y prendre assez jeune. Je pense qu'à 20 ans, c'est difficile de faire une transition d'un sport à l'autre pour faire du très haut niveau, en tout cas. Après, voilà, si on a des objectifs et qu'on s'y tient, je pense qu'il n'y a rien de... Alors c'est des phrases un peu bêtes et bateau, hein, le coup de rien n'est impossible, tout ça. Bon, non, moi je m'étais renseigné beaucoup, j'ai regardé beaucoup de vidéos, je m'étais essayé, j'étais parti les dimanches m'entraîner avec le public dans le dos de mes parents pour savoir de quoi j'étais capable. Enfin, je veux dire, il y a de la recherche quand même. Ah, C'est quand pas même, juste je me dis ouais. je vais y arriver. Non, faut être conscient de ses limites, de ce qu'on est capable de donner et de ce qu'on a envie de faire. Et c'est là que la différence se fera. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'un bon gymnaste ne fera pas forcément un bon plongeur. C'est pas automatique. Et ça aussi, c'est valable pour tous les autres sports. Ce qui fera la différence, c'est l'analyse qu'on a de soi, les conseils des gens dont on va s'entourer, et puis la marge de progression et l'objectif qu'on a à long terme, quoi. Ouais, donc tu n'étais pas au CNRS, mais tu n'étais pas loin quand même en termes de recherche. C'est vrai que... Non, mais il y a quand même eu une démarche de ma part qui a été de me renseigner, de passer des coups de fil, de regarder, d'être très attentif. Je comparais même les mouvements de gym aux mouvements de plongeon. Voilà, parce qu'il y avait YouTube et que YouTube, c'était vraiment genre... on m'offrait un cadeau et j'avais juste à regarder et à taper un truc sur internet et puis j'avais les infos que je voulais. Donc voilà, mais ça n'a pas été juste bon bah là je fais de la gym, je vais faire du foot, je vais être footballeur professionnel, je vais tout gagner. Maintenant que les jeux sont derrière toi, je pense qu'il serait intéressant que tu arrives à nous décrire ce que ça représentait pour toi, enfin, en tout cas cet enjeu olympique avant les jeux. Qu'est-ce qu'était cette expérience unique pour toi et puis comment tu as vécu ta qualification? Ah bah c'est bien que tu parles de qualification parce que je pense que c'était le plus beau moment de ma vie et ça l'est pour plein d'athlètes, je pense.
ce truc de se qualifier au jeu, c'est ce qu'on a toujours voulu avoir. Ce qui m'a animé en fait depuis le départ, c'est ce que je regardais à la télé. Hein, donc, dans un premier temps, ça a été vaguement des souvenirs d'Athènes en 2004. Là, j'avais 7 ans. Et ça s'est un peu plus concrétisé pour Pékin, où j'ai regardé la cérémonie d'ouverture. Je le répète souvent, mais ça a été... j'ai vu Tony Estanguet tenir le drapeau avec la délégation française derrière, tous les Chinois taper sur les tambours à Pékin. Les Chinois avaient mis les moyens pour cette Olympiade, et ça s'est ressenti. Et moi, j'étais derrière ma télé et j'ai dit, mais moi, il faut que je participe à ce truc, ça a l'air dingue. En plus, du coup, j'étais à l'école primaire, on avait des activités sur les Jeux Olympiques, ça m'a nourri en fait. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'aime bien aller dans les écoles pour parler des Jeux. Alors, c'est important de pouvoir parler sport aux plus jeunes et tout, parce que moi, j'ai été animé par ça. Et si je peux le retransmettre à mon tour, ce serait mission réussite, parce que c'est ce qui m'a animé jusqu'à ma qualification. Et cette qualification à Tokyo, elle n'était pas évidente, parce qu'on a repoussé les Jeux d'un an. On était en plein Covid. On a dû s'entraîner à huis clos dans notre coin sans compétition. Et la seule compète qu'on avait, c'était la compète de qualif au jeu. J'ai dit, mon ticket, si je le veux, j'ai une chance. J'en ai pas deux, j'en ai une. Donc j'y suis allé. Je suis qualifié à la Coupe du Monde, qualificative au JO. J'arrive là-bas, sur place. Tout va bien, je suis en forme. Je me dis dans ma tête qu'il faudrait que j'aille chercher un top 15. Ça me qualifierait, mais je ne veux pas chercher plus loin. Puis au final, éliminatoire, t'as 4e, okay, demi-finale, 5e, finale, je finis sur le podium. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis qualifié au jeu, j'ai une médaille en Coupe du Monde individuelle. Je fais, profite, kiff en fait. Kiff, t'es qualifié au jeu, t'as fait ta médaille à un moment clé de ta carrière. Enfin voilà, c'est des moments qui restent gravés à jamais. Et c'est aussi ça débloque quelque chose, c'est qu'à l'avenir, on va chercher des médailles. On n'y va pas juste pour aller chercher une qualif. Et c'est là qu'on rentre dans un tout nouvel objectif. Parce que je suis qualifié aux Jeux Olympiques, j'ai participé aux Jeux Olympiques de Tokyo. Puis derrière, il faut relancer la machine. Et comment on fait? On va chercher au-delà. Oui, parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne perçoivent pas forcément. Parce que, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas trop, il n'y a pas énormément de monde qui a accès au très haut niveau. Vous êtes peu, en fait, en réalité, ramené à l'échelle de la population mondiale, vous êtes très, très peu de sportifs de très, très haut niveau. Souvent, je pense qu'il est bon de rappeler que, quelque part, les médailles finissent toujours dans un carton chez les parents ou les grands-parents. Je ne sais pas si c'est ton cas. Non, moi, je les encadre. Tu les as. C'est bien, tu les gardes. Mais en réalité, ce qui vous rapproche tous, c'est pas la médaille, parce que ça, c'est réservé aux 3 premiers. C'est toute la démarche, tout le travail qu'il y a eu avant pour y arriver, et cette fameuse qualification. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, on parle de très haut niveau. C'est sûr que c'est pas accessible à beaucoup, beaucoup de monde. En tout cas, c'est une démarche personnelle qui va nous amener vers cette envie de faire du sport toute la journée et de se tuer à la tâche pour aller chercher ces médailles, ces trophées. Mais c'est vrai que le parcours en parallèle, les gens qu'on peut rencontrer, les hauts et les bas dont on parlait tout à l'heure, qui construisent un peu ma vie d'homme, finalement, avant de construire ma vie d'athlète. Et parce qu'aujourd'hui, oui, on parle du sport de très haut niveau, mais qu'est-ce qui fait vivre le sport? Aujourd'hui, c'est pas le haut niveau. Le haut niveau, c'est une belle vitrine. Nous, on est là pour inspirer. Mais le sport de très haut niveau est quelque chose de tellement unique, spécifique et réservé à des gens qui ont consacré leur vie à ça. On me demande souvent, mais t'as pas l'impression d'être passé à côté de quelque chose? Je dis, non, parce que je l'ai gagné ailleurs. Je veux dire, je suis parti à l'étranger, je suis parti en compétition internationale à 15 ans au Mexique pour apprendre d'autres langues. Enfin, je veux dire, qui à 15 ans peut dire qu'il a eu la chance de vivre ce genre de choses? Donc non, ce que j'ai, entre gros guillemets, perdu dans ma jeunesse classique, on va dire, entre guillemets aussi, je l'ai gagné ailleurs dans mon parcours d'athlète de haut niveau. En fait, on peut dire que le sport de très haut niveau rend accessible des choses qui seraient peut-être réservées aux gens les plus aisés, les plus riches. On peut le dire comme ça. Après, ça dépend. Il y a des fédérations qui sont plus aptes à mettre leurs athlètes en avant, qui ont plus de facilité. Moi, j'ai toujours été accompagné, j'ai toujours été très soutenu. Moi, mon but, c'était de performer. Je pense à rien d'autre. Il y en a qui font ça pour se sortir de
de la misère aussi. C'est ça le sport de haut niveau. Et donc forcément, on rentre dans des cadres complètement différents, des sphères qui peuvent être accessibles qu'à certaines personnes. Alors on peut parler de choses, je sais pas, tu as dit riches, j'en sais rien. Mais je pense que c'est avant tout un projet et une construction et une très belle école de la vie. Et que ce soit le sport de très haut niveau ou le sport tout court en général, depuis le plus jeune âge, j'ai fait du sport et ça m'a construit en tant qu'homme aujourd'hui. Et j'en suis fier, épanoui et totalement satisfait. Et ben, je pense que le message est très bien passé. Très, très bien. Alors, pour rester sur le thème des Jeux Olympiques, tu as vécu Tokyo en 2021. Tu as participé, on l'a dit, on le redira autant de fois qu'il faudra, mais aux incroyables Jeux Olympiques parisiens. Alors, comment tu as vécu ces 2 éditions et surtout, quelle différence principale y vois-tu en fait entre ces 2 éditions? Ah non, mais là, c'est émotionnel et en préparation. Bah, le truc, c'est que Tokyo, c'est comme si on m'avait... Alors, la qualification était exceptionnelle et j'en étais fier et ça, personne ne pourra me l'enlever. Mais l'événement en tant que tel, avec la crise sanitaire, le Covid, j'ai pas eu mon expérience olympique. Pas eu de cérémonie d'ouverture, j'ai pas eu de cérémonie de clôture. Je suis arrivé 4-5 jours avant ma compétition. Dès que j'avais terminé, je devais partir 24 heures après. Je suis pas allé voir les copains. Je pouvais même pas aller les voir. On mangeait, on était séparés par un filtre en plexiglas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ce n'est pas ça les Jeux Olympiques. Et Paris m'a offert tout ce que je n'ai pas eu à Tokyo. Par contre, cette fierté, cette satisfaction de pouvoir participer à ces premiers Jeux Olympiques, ça c'est indescriptible. On ne vit qu'une seule fois ces premiers jeux. Ouais. C'est indescriptible. Alors, petite question, tes premiers jeux, c'est Tokyo ou Paris? Tokyo. Ça reste Tokyo, malgré tout ce que tu as vécu à Tokyo. Ah oui. Toi, les premiers jeux, émotionnellement, c'est Tokyo. Ah mais complètement. Ouais, donc c'est fort parce qu'à Paris, j'ai pu profiter de Paris, de l'événement des Jeux Olympiques, du Festival de Paris, parce que j'ai aussi vécu Tokyo dans une sorte de bulle un peu particulière. Je pense que Paris n'aurait pas eu autant de saveur si j'avais pas eu Tokyo avant. J'ai peut-être eu encore plus de chance que les autres. Et est-ce que ça s'est ressenti au niveau de tous les athlètes, ça, ou ça t'est très personnel? Ah non, c'était... Au début, j'ai cru que j'étais un peu seul parce que je suis retourné à l'entraînement. J'ai dit non, mais j'ai pas vraiment fait les Jeux Olympiques. Et tous ceux qui ne s'étaient pas qualifiés m'ont regardé, mais qui s'y raconte, lui, il était au jeu et il se plaint. Et en fait, non, quand on parle aux athlètes qui y étaient, on a tous eu ce même sentiment, même ceux qui avaient fait les Jeux avant. Donc on parle de 2016, 2012. Ils m'ont dit non, là, ce que vous avez vu, c'est pas les Jeux Olympiques. Tokyo, en plus, avait un gros potentiel, mais on était cloîtrés. Et donc Paris a été d'une ferveur et d'une effervescence qui a été indescriptible, parce que je savais exactement où je voulais aller, parce que je savais ce que c'était qu'un village olympique, parce que je savais avec qui je voulais être, parce que je savais comment je voulais vivre ma cérémonie d'ouverture, ma cérémonie de clôture. Donc voilà, ça a été 100% de réussite, 100%. Le village, tout ça, c'était vivant, quoi. Et ben pour continuer dans la lignée de tout ce qu'on se dit là, qu'est-ce que tu aimerais dire au petit Alexis si tu le recroisais aujourd'hui? Celui qui regardait les Jeux de Pékin en 2008. De garder son sourire, qu'il a pu perdre à certains moments. T'as pas besoin de lui dire, tu l'as gardé ce sourire. Bah, comme on dit, il y a des hauts et il y a des bas. Et je pense que si j'avais eu ce sourire vraiment tout du long, et cette capacité... Quand j'étais jeune, j'étais vraiment insouciant et j'ai jamais vu le mal nulle part. Et je pense que c'était ma grande force. Et bah, on mûrit, on grandit, on observe plein de nouvelles choses et on peut être déçu, en fait, tout simplement. Et je pense que si on garde cet esprit un petit peu enfantin, naïf, des fois on est peut-être un peu plus heureux, mais de jamais perdre ce sourire, que je m'efforce encore aujourd'hui d'afficher. Ouais. Bah, justement, Steve, parce que tu sais que tu nous as rendus fiers, on est sur les ondes franciliennes, en Ile-de-France, et tu fais partie des gens qui ont fait rayonner cette région. Je te le redis, tu nous as rendus très très fiers, et à ce titre, justement, on voulait te faire un petit cadeau. C'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Un porte-clés ou un pins, tiens, un pins. Pour toi, Alexis, en souvenir de tes merveilleux Jeux Olympiques, des grands moments que tu as vécus. La grande classe. Ça t'accompagnera. Et celle-ci, c'est la tienne. Il n'y a personne d'autre qui l'a. Et personne d'autre ne l'aura, sauf si tu l'offres à quelqu'un, bien évidemment. Donc ça, à l'entraînement, c'est un indispensable, parce qu'on est toujours avec la musique. À contraire des nageurs. Mais trop bien, trop la classe, trop content.
Merci. Avec plaisir. Merci C'est beaucoup. largement mérité. C'est trop bien. Alors pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est bien évidemment une enceinte JBL qui est gravée au nom d'Alexis. Bah, je la montre Un cadeau que voilà. Un cadeau que la Ligue a souhaité te remettre. D'ailleurs, j'en profite pour remercier gentil, notre vraiment, partenaire ça me touche, Eurocom. vraiment, merci. Il a fait du super boulot. Trop bien. Trop bien. Voilà. Un indispensable et en plus dédicacé. Donc, on ne manquera pas de l'utiliser. Celle-là. Et ben, transition, on va aller sur un petit point un petit peu plus délicat. D'ailleurs, ça fait peut-être partie des petites choses que tu aurais pu dire au petit Alexis de 2008. De faire attention à un fameux jour, à la manière dont il allait prendre son appel sur la planche de plongeon. Ah non, lui, Cette fameuse expérience que tu as vécue au centre aquatique, une chute qui a fait le tour des réseaux sociaux. Bon, tu doutais qu'on allait y venir quand même, fais pas l'étonner. Non, je m'y attendais pas du tout. Alors, cet épisode, il sort bien évidemment le 4 avril, soit un an après l'événement. Comment tu as vécu ce moment et qu'est-ce que tu penses de cette soudaine médiatisation qu'il y a eu autour de cet événement? Parce que pour nous, je pense que c'est vraiment un événement. Alors, pour ne parler que de la médiatisation, je pense que c'était un beau cadeau, finalement, au vu des tournures que ça a pris. Pour ma discipline, c'était un beau cadeau à 3 mois des Jeux Olympiques de Paris. Quand je dis que les étoiles se sont alignées, c'est que vraiment, on avait une nouvelle piscine, on avait tous les représentants de l'État, on avait les Jeux à la maison et les spots étaient sur le plongeon. Je veux dire... l'occasion ne se représentera jamais. Donc c'était un moment très intense qui a mis sur le devant de la scène ma discipline et j'ai pu m'exprimer à ce moment-là. On va dire que j'étais un peu le porte-drapeau de mon sport et j'ai pris ce rôle à cœur. Ça m'a fait plaisir. Ça a redonné aussi du crédit à ce qu'on faisait et je pense que ça a été bien plus bénéfique que ce qu'on aurait pu espérer tout au long de... Et d'ailleurs, si à l'aventure, un autre athlète d'un autre pays, sur d'autres jeux, avait la bonne idée de faire la même chose que toi volontairement pour avoir de la médiatisation, on aura le droit de dire qu'il a fait une gendarme. Ah bah oui, non, là c'est bon, c'est signé, hein. Déposé, hein, là, il sera comparé à toi, on est d'accord. Ça, c'est plus possible de faire autrement. Là, je pense que je lui souhaite pas parce que en tout cas, si j'avais pu m'en passer, je m'en serais passé. Pour autant, si arrivé, j'ai pas eu le choix, ça m'est tombé dessus. Donc, je me permets de... Moi, je pense pas. Je pense que c'est une bonne chose que ça te soit arrivé. Mais je dis pas que c'est une mauvaise chose que ça me soit arrivé. Je dis juste que si j'avais pu m'en passer, je m'en serais passé. C'était pas volontaire. Ouais, mais je pense que ça a permis à beaucoup de gens de découvrir Alexis Gendard sous un autre visage, et notamment cet humour absolument incroyable que tu as eu autour de... Quand on est éduqué à la bêtise, il peut pas nous arriver grand-chose. Tu te farces les pieds et tout ça, c'est extraordinaire. L'Académie de la Louse, c'était incroyable ce que tu as fait. Enfin, faut une autodérision absolument incroyable pour aller dans ce registre. J'aurais été filmé ou pas, j'aurais fait la même chose. C'était juste la bêtise en moi, quoi. Je sais pas comment dire. Non, mais voilà, c'est arrivé. Et voilà. Et à ce moment-là, j'ai été moi mis sur le devant de la scène, mais j'ai fait en sorte surtout qu'on parle de mon sport. C'était pour moi, c'était le plus important. Ça, on l'a tous remarqué. C'était ce qui me tenait à cœur. Et je pense que ça a été... ça a été un grand moment. Même si j'ai pris quand même un bon coup de projecteur sur moi aussi. Ça m'a relancé dans ma saison. J'ai fait une super saison derrière. Test event, l'America Cup, on fait champion d'Europe. Enfin, je veux dire, voilà, avant les Jeux, ça a été une grande course avec de beaux résultats. Et les projecteurs étaient sur nous, encore une fois. Donc, je pense qu'on a vraiment rentabilisé. Bon, le Graal intégral, ça aurait été vraiment d'aller chercher cette médaille au jeu. Ça aurait été l'happy ending, le truc de zinzin. Mais pas grave, vraiment. On a tout donné, trop fiers. Vraiment trop. Justement, au travers de tout ça, on se rend compte qu'un grand nombre d'athlètes utilisent les réseaux sociaux. Et tout ça pour partager leur quotidien, leur parcours. Tous le font. Hein. Et toi-même, tu as vu ta popularité qui a explosé après cet événement. Est-ce que ça t'a ouvert de nouvelles portes dans ta carrière ? Complètement. Ça m'a ouvert de nouvelles portes parce qu'aujourd'hui, j'ai une image. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pu me faire connaître aux yeux de plein de gens. Maintenant, les portes, elles ne vont pas s'ouvrir toutes seules. C'est à moi d'aller les chercher. Alors, il n'y a rien de concret, mais en tout cas, c'est vrai que dans ma carrière de sportif de haut niveau, là, les 4 ans à venir pour Los Angeles, je pense qu'ils vont être différents. Ils vont être médiatiquement peut-être un peu différents. Je ne sais pas comment ça va se passer en compétition. Voilà. Après, professionnellement,
il faut aussi que je prépare ma porte de sortie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le statut que j'ai eu en tant qu'athlète de haut niveau, et puis via aussi cette chute incongrue, va me permettre d'accéder sûrement à plein de choses. Mais moi, ce que je veux, c'est surtout aller au bout de ma carrière sportive avec mes ambitions. Et puis voilà. Oui, mais ce qui est formidable aussi dans toute cette histoire, et puis tu l'as évoqué, c'est que tu as su aussi profiter de cette situation pour mettre de la lumière sur le plongeon, qui en avait besoin, qui est une discipline un peu orpheline médiatiquement. Ouais, complètement. Ouais. Après, c'était le but. Moi, j'espère qu'à l'avenir, en plus, là, on a un nouveau centre aquatique pour l'entraînement et tout. Enfin, j'ai vraiment hâte de voir comment la discipline va se développer à l'avenir. Est-ce que ça aura été bénéfique? Moi, en tout cas, si je peux mettre ma main à la pâte et apporter ma pierre à l'édifice, ce sera avec grand plaisir. Et d'ailleurs, appel est lancé. Si demain, des écoles voudraient une intervention d'Alexis Gendard pour venir parler aux enfants, ils peuvent se rapprocher de la Ligue, par exemple, qui peut faire le lien avec toi. Mais complètement. Et en fait, le truc, c'est que souvent, on nous sollicite dans l'année olympique de préparation, là où on est le moins disponible. Le mieux, ce serait, et là, je fais passer le message un petit peu, ce serait vraiment de solliciter les athlètes tout au long de l'année, de faire je sais pas moi, des partenariats avec la Ligue, avec des clubs, j'en sais rien, de montrer un peu ce que c'est que le sport aux plus jeunes, que ce soit aux enfants, aux ados, même aux adultes. Il y a toujours du bon à prendre et nous, on sera toujours fiers de faire partager notre passion, tout simplement. Et justement, dans le cadre de ces partages, de toutes ces infos, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux doivent être partie intégrante aujourd'hui de la stratégie de communication des athlètes de haut niveau? Ah oui. Ah oui, Oui, clairement. oui. C'est une vitrine. Je le dis souvent, alors, les athlètes ne sont pas influenceurs. Alors ils peuvent s'en rapprocher s'ils ont envie de faire du contenu, tout ça. Mais par contre, ils ont un message à faire passer, ils ont des valeurs à donner. Et les réseaux sociaux sont un bon moyen d'arriver un peu à ces, j'allais dire à ses fins, mais c'est pas ça. Mais c'est surtout que les réseaux sociaux, encore une fois, sont la vitrine de ce qu'on va représenter. Et aujourd'hui, on peut s'identifier à travers ça. Donc, même pourquoi on est là aujourd'hui, c'est pour aussi faire passer des messages, c'est pour aussi... voilà, je pense que c'est des choses qui restent, c'est de plus en plus vu, et c'est un outil très intéressant. Voilà, donc les réseaux, au-delà de... C'est un outil professionnel, pour moi, en tout cas, je le considère comme ça. Le loisir, lui, oui, il comporte des risques, mais je fais ma petite prévention. Mais aujourd'hui, oui, pour un athlète, un sportif de haut niveau, c'est super important, et ça doit faire partie intégrante de sa carrière. Aujourd'hui, je pense. Et d'ailleurs, à ce titre, peut-être intéressant de rappeler ceux qui veulent te suivre sur les réseaux, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? On va partout, hein, Insta, pour les boomers, Facebook, Instagram, TikTok, partout. Voilà. Après, c'est pas compliqué. On est pas mal d'avoir Facebook autour de cette table. J'ai toujours Facebook, il n'y a pas de problème. Non, mais voilà, maintenant on tape nos trucs sur Internet, il y a tout qui débloque. Mais voilà, si vous voulez regarder un peu de contenu plongeon, alors je mets moins de tutos bêtises qu'avant, mais ça devrait pas tarder. Si vous venez nombreux, on verra ce qu'on peut faire. Alors là, je pense qu'il y a un défi. Hein. Il y a un défi qui est lancé. Plus vous serez nombreux, plus il fera de bêtises. Donc, ouais. Moi, j'invite vraiment tout le monde à aller sur son compte là, parce qu'on a envie de rigoler un petit peu. Ça nous manque là depuis un an. Ouais. Faut pas trop en demander non plus. Et ben, en dehors de ton parcours d'athlète, tu as aussi cette casquette de réserviste à la police nationale. Et justement, comment tu concilies ces deux rôles qui sont vraiment différents ou pas d'ailleurs? C'est toi qui vas nous le dire dans ton quotidien. Non. Alors oui, c'est différent, mais le but de la mission sport à la police nationale a été de faire un lien quand même. Hein. Nous, en tant qu'athlètes de haut niveau, membres de l'équipe police nationale, on est, il me semble, j'ai pas envie de dire bêtises, mais je crois qu'on est 64 de sports issus de milieux totalement différents, sport olympique, non olympique, pluridisciplinaire. Le but étant de promouvoir la place du sport au sein de la police nationale. Parce que c'est un outil indispensable dans la pratique de ce métier. Et par le biais du sport et nos résultats, nous, on essaye de véhiculer ce message. Derrière, on doit quand même 25 vacations annuelles sur des opérations de communication à la police nationale, mais on est détaché à 100%. Le but étant de s'entraîner, mais on a un vrai soutien de la part de la police, même financier. Voilà, maintenant j'ai un salaire de la part de la police, financé par des acteurs privés.
bien de le préciser. Et donc, aujourd'hui, cette mission sport, moi j'ai signé avec eux jusqu'à Los Angeles 2028. Très fier de faire partie de cette équipe. Il y a une vraie cohésion et il y a une vraie envie de faire rayonner aussi ce blason. Et ça nous coupe aussi, ça nous permet aussi de s'épanouir ailleurs et de faire travailler sa tête autrement. Oui, d'ailleurs, je crois qu'il est bon de le rappeler. On peut vraiment remercier aussi le ministère de l'Intérieur, la police nationale, la gendarmerie et les armées aussi, qui en font énormément pour les athlètes de haut niveau. Sans eux, rien que la cérémonie d'ouverture des Jeux, rien que les Jeux Olympiques, je veux dire, regardez cette organisation qu'on a eue, tout ça, c'est grâce aussi à toutes nos forces de l'ordre, donc un gros soutien à eux. Et voilà, et potentiellement peut m'ouvrir aussi des portes de sortie derrière sur de la reconversion, et j'aurai un accompagnement de leur part. Donc à tout point de vue, moi je suis gagnant et je peux enfin être autonome alors que j'ai 28 ans aujourd'hui, bientôt. Et puis voilà, j'ai enfin un salaire, je peux vivre de mon sport, parce qu'il faut savoir qu'avant ça, je vivais des aides des collectivités, de la ligue, des clubs. Mais j'avais pas de rentrée d'argent mensuelle avec un contrat professionnel. Pas suffisant. Je vivais. Enfin, le but n'était pas de faire de l'argent, mais surtout de ne pas en dépenser. Donc j'étais neutre. Et encore, ça va. J'ai une fédération qui m'aide vachement et qui me paye, par exemple, mes déplacements en compétition. Et c'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est sûr que on dit souvent athlète de haut niveau, donc salaire, donc machin et tout, mais on n'est pas tous footballeurs. J'aime bien le rappeler parce que c'est important. Et puis voilà. Oui, et puis je pense qu'il est bon de rappeler, tu le fais bien et on te remercie. Le rôle aussi de la fédération, on a la chance d'être dans une fédération qui soutient toutes ces disciplines. Ouais. Contrairement à certaines fédérations où les plus orphelines, celles qui sont moins médiatisées, elles doivent plus se débrouiller que celles qui le sont. Et là, c'est vrai que c'est la fédération sur les 5 disciplines a une très forte participation. Exactement. Et justement, comment tu concilies tes exigences d'athlète de haut niveau avec ce rôle de réserviste ? Comme je le dis, moi je suis détaché à 100%. Après, moi je prends mon rôle de réserviste à cœur parce que de toute façon c'est un corps de métier qui m'a toujours plu et qui m'a toujours un peu fasciné, sachant que je trouve que c'est des gens qui sont au cœur de plein de choses, qui sauvent des vies en fait. Et donc forcément, moi ça m'a toujours plu. Et si mon rôle d'athlète peut générer des vocations et générer une belle image de nos forces de l'ordre, moi, mon rôle, il est complètement rempli et j'essaierai d'aller jusqu'au bout, quoi. On a parlé du petit Alexis, du Alexis qui grandit, du Alexis d'aujourd'hui. On va, si tu es d'accord, on va essayer de parler du futur Alexis. Ouais. Sur ce qui t'attend, c'est tes projets à venir et comment tu te vois dans 5 ans, si tu t'es posé la question. J'espère pas un fauteuil. Parce que le sport de haut niveau, on dit souvent faites du sport, c'est bon pour la santé, mais le sport de haut niveau c'est un peu différent. Ouais. On est d'accord. Ouais. Mais non, dans 5 ans, je me vois avoir accompli tout ce que je voulais dans ma discipline, dans ma carrière de sport de haut niveau. C'est surtout ça qui m'intéresse, et d'avoir ma porte de sortie derrière. Que ce soit la police ou autre, je pense que j'explore aussi, j'ai 4 années pour explorer un peu tout ce que je peux faire. Rien de concret, c'est vrai que je suis quand même beaucoup soutenu par mes parents, je sais que je pourrais toujours compter sur mes proches, mais pour un sportif de haut niveau, cette petite mort, comme on dit, l'arrêt d'une carrière pour se relancer dans autre chose, ça peut être assez brutal, et j'ai espoir que moi, ce soit assez bien anticipé pour que je puisse continuer mon après-carrière de la meilleure des façons. Mais en attendant, mon projet Los Angeles, il prend 90% de mon temps. Mais j'espère un petit peu équilibrer tout ça et avoir une jolie porte de sortie. Et tant mieux, d'ailleurs, ça te prend 90%. C'est oui, une bonne chose pour c'est le but. C'est important. Sinon, mais justement, tu parles de police nationale. Est-ce que c'est de police ? Est-ce que c'est ta seule projection dans les années à venir, ou est-ce qu'il y a d'autres petites idées dans le coin de la tête ? J'ai des petites idées, mais rien de concret. Comme j'ai dit, on est devant un micro. Moi, j'aime bien être devant un micro. Voilà, ça c'est une révélation. Il y a plein de choses. J'aime aussi donner de mon temps. J'aime surtout faire perdurer un héritage. Je pense que c'est important si mon témoignage à l'avenir peut servir pour des générations futures. Moi, j'ai aimé qu'on me parle, j'ai aimé prendre des autres. Si je peux, encore une fois, donner de ma personne dans le bon sens pour ces plus jeunes, moi, ce serait une grande réussite.
Donc, garder un pied aussi dans le sport. Je sais pas, pourquoi pas juger, pourquoi pas entraîner. Je sais pas si ce sera ailleurs. Voilà. Oh, tu t'interdis rien en fait. Ah non, je m'interdis rien. Je m'interdis rien. Et au travers de tout ça, est-ce qu'il y a des valeurs que tu souhaiterais transmettre à la génération qui arrive avec ton parcours sportif, ton engagement? Bah, mon parcours sportif, le mot qui en revient le plus souvent, c'est courage. Parce que... Tu penses que les jeunes manquent de courage aujourd'hui ou... Ah non, non, je pense surtout que le courage, ça fait... J'ai été, je trouve, un peu insouciant à des moments, mais j'ai été assez courageux pour prendre des décisions qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. À 15 ans, quand je dis que je pars de la maison pour aller faire un sport que je ne connais pas et dans lequel je suis aucune condition de réussite, je pense qu'il faut du courage. Pour s'élancer à 10 mètres et faire des figures dans les airs pour pas arriver sur le bord du bassin, faut du courage. Je fais un tableau un peu... Mais voilà, j'ai été aussi très bien soutenu, mais ouais, le courage en ressort beaucoup. Et après, moi, je suis très attaché aux valeurs du drapeau. Je suis très attaché aux valeurs du sport qui me construit, de l'image qu'on peut renvoyer dans le monde par nos résultats. Et moi, ce sera toujours très important de rendre à César ce qui appartient à César, même si j'aurai les mérites de mon travail. Mais voilà, travail, courage, persévérance et épanouissement personnel, bon entourage. Tu abordes un point qui m'est très cher aussi, tu l'as dit, c'est le rassemblement autour du drapeau. Est-ce que toi, de ton vécu, de tout ce que tu as vu au travers du monde, avec les compétitions que tu as pu faire, d'autres moments que celles qu'on vit dans le sport, que ceux qu'on vit dans le sport, pardon, où tout le monde, et peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, peu importe ce qu'on pense, arrive à se lever, à chanter de cœur les mêmes paroles autour d'un même drapeau, et quasiment avec les larmes. Ah bah, le sport en est un très bel exemple quand Voilà. même. Hein. Je sport, pense que, à part le sport, je pense que... Et c'est vrai dans le monde entier, ce qu'on dit. Ah oui, Il n'y a complètement. plus de frontières, on est d'accord. Non, non. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que quand je parle de drapeau, alors le sport, forcément, moi, j'ai connu que ça. Mais j'ai aussi vu des exemples tout bêtes. Moi, je suis issu de la campagne, dans la campagne lyonnaise. Je veux dire, j'allais à des tournois de pétanque et de boules lyonnaises avec mon grand-père et mon père, où ça chantait de la même façon. Bon, après, on se rapproche encore une fois du sport, mais c'était la même chose. Et il y avait vraiment cet esprit que j'ai toujours voulu faire perdurer. Et le sport m'a permis de le faire, et ça, j'en suis très reconnaissant. Écoute, tout a une fin, donc on va terminer ce très beau moment. Et vraiment, on t'en remercie, Alexis, déjà d'avoir pris le temps sur tes plannings très chargés, d'être avec nous, de partager ces moments assez intimes et inspirants. Est-ce que tu as un dernier conseil que tu pourrais donner pour ceux qui veulent suivre tes pas dans le monde du sport de haut niveau, dans le monde du haut niveau d'ailleurs, parce qu'on parle de sport, mais le haut niveau... Un conseil pour me suivre, moi ? Ouais, pour vivre, quand je te dis te suivre, en fait, c'est réussir à transporter comme tu as transporté, à faire comme tu as fait et à vivre ce que tu as vécu. Si j'ai un conseil à donner et que vous voulez me faire plaisir, c'est de se lever le matin peu importe ce que vous allez faire, faut pas y aller à reculons. Et quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout. Et ça, c'est ce qu'on m'a rabâché, c'est ce que j'ai toujours voulu mettre en place. Et ça m'a toujours permis d'être heureux, satisfait, et ça m'a emmené là où je devais aller. Et on n'a que ce qu'on mérite. Si on se donne les moyens, je vois pas ce qui peut nous permettre de pas y arriver, en fait. Et ben, donc voilà, c'est un joli mot force de la fin. À vous. Un joli mot de la fin. C'est malheureusement la fin de ce premier épisode. Alors tu fais partie de ces personnalités qu'on souhaitait avoir pour le premier épisode, pour ce que tu es. Merci de ta présence. On espère vraiment que tout le monde en saura un petit peu plus sur toi, qu'ils ont appris à te découvrir aussi au travers de ça, qu'il faudra aller le suivre parce que moi j'ai envie de rigoler encore quelques épisodes. Et puis de notre côté, on va se retrouver bientôt pour un autre épisode. Le mot de fin est à toi, cher Alexis. C'est le premier épisode, c'était un plaisir de tourner avec toi. Merci à tout le monde, merci à la Ligue. Et puis, bon courage à vous. On se retrouve bientôt dans l'épisode numéro 2. Je ne sais pas qui ce sera, mais surprise. Restez connectés, justement, c'est important. Allez, à bientôt. Ciao.